BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Défi ETI. Défi ETI, l'émission qui met en lumière les entreprises de taille intermédiaire. Elles existent depuis plus de 10 ans, depuis la mise en application de la loi de modernisation de l'économie de 2008. On les sait incontournables pour la bonne tenue du tissu économique français. Mais est-ce qu'il fait bon y travailler? Quel cadre ces quelques 6000 entreprises offrent-elles à leurs salariés? On va poser la question à Arnaud Fray de Extia, une entreprise championne du bon travailler, comme il y a des endroits où il fait bon vivre. Lydia David Deluc de la Banque Palatine nous livrera son analyse de spécialiste des relations sociales, sans oublier l'avis éclairé de Mathieu Pavageau, expert de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Mais pour commencer, comme d'habitude, l'info de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine signée Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Le gouvernement vient d'annoncer plusieurs mesures sur l'immigration, notamment l'instauration d'objectifs chiffrés pour l'immigration économique. On parle purement et simplement, Étienne, de mettre en place des quotas. Oui, des quotas qui devraient voir le jour l'année prochaine, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui a fait l'annonce cette semaine. Alors la liste des métiers en tension sera revue chaque année en fonction des besoins non couverts. Autre annonce de la ministre du Travail, les visas de travail auront une durée déterminée et seront valables pour certains métiers uniquement, comme c'est par exemple le cas en Australie, mais aussi au Canada. Pour la ministre du Travail, la France doit adopter une nouvelle approche et recruter par rapport à ses besoins. Pour autant, elle reconnaît que cette immigration professionnelle est assez modeste en chiffres, puisqu'elle concerne environ 30 000 personnes chaque année. Mais l'objectif est de simplifier les démarches pour que l'embauche d'étrangers non ressortissants d'un pays de l'Union européenne soit plus facile et surtout mieux identifier les métiers où l'on a du mal à recruter. Alors toutes ces annonces devraient voir le jour l'été prochain, mais aussi en 2021. D'ici là, il faudra s'entretenir avec les partenaires sociaux. Voilà, des précisions signées Étienne Braque. Les ETI sont-elles des entreprises où il fait bon travailler? On va poser les bases de la discussion, c'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Bonjour Lydia David Deluc, vous dirigez le département relations sociales de la Banque Palatine. On va essayer de déblayer un petit peu le terrain avec vous. Aujourd'hui, le cadre légal pour définir la qualité de vie au travail, c'est quoi ? Alors, on est passé par plusieurs étapes. La première étape, c'est une obligation générale de sécurité qui échoit à tout employeur. On est passé par 3 étapes successives d'accords nationaux interprofessionnels. Une sur le stress, une sur le harcèlement, une sur la qualité de vie au travail et après la loi Rebsamen qui a effectivement acté dans le dispositif législatif le fait de négocier sur l'égalité pro et la QVT. Donc, qualité de vie au travail. La QVT, la qualité de vie au travail, on va le répéter tout le temps, comme ça nos éditeurs et nos téléspectateurs sauront de quoi on parle. Pourquoi cette problématique concerne particulièrement les ETI ? Elle concerne particulièrement les ETI parce que on est soumis en tant qu'ETI à une recherche de candidats qui sont quelquefois difficiles à trouver et que la qualité de vie au travail, c'est aussi développer le bien-être et c'est surtout développer le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Et l'engagement des collaborateurs, quand on est une ETI, c'est particulièrement prégnant pour la satisfaction de nos clients. Alors je sais que c'est pas votre spécialité, mais dans quelle mesure est-ce que ça pèse sur l'approche budgétaire des entreprises de s'inscrire dans une démarche QVT, qualité de vie au travail ? Après, faut pas être naïf. Effectivement, nous, par exemple, nous sommes passés par un cabinet extérieur pour nous aider dans notre démarche. Donc oui, il y a un coût. Après, il y a des actions un petit peu plus symboliques qui ont également un coût. Mais le coût par rapport à l'engagement, à la satisfaction, à la préservation de la santé des collaborateurs me semble être tout relatif. La qualité de vie au travail, lui, il en a fait une quasi-philosophie entrepreneuriale. Arnaud Fray est le fondateur et président de Extia, une société de conseil en ingénierie qui se retrouve régulièrement sur le podium des classements des entreprises où il fait bon travailler. On va lui demander comment et pourquoi ses employés se sentent si bien chez lui. Mais d'abord, l'histoire d'Extia racontée
par Étienne Braque. Depuis près de 12 ans, Extia accompagne les entreprises dans leurs problématiques, que ce soit dans les télécoms, le secteur bancaire ou encore celui de la santé par exemple. Implanté dans 6 pays, l'ETI apporte ses conseils aux plus grands. 70% de ses clients sont des entreprises du CAC 40. Persuadé que la réussite de l'entreprise passe par le bien-être de ses collaborateurs, l'ETI a transformé le concept de l'expérience client en expérience salariée. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 29 ans. 84% des collaborateurs considèrent qu'Extia est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. Un indicateur crucial dans un domaine où le turnover oscille entre 15 et 30% et où la concurrence sur le marché du travail devient féroce. En 2 ans, le salaire fixe pratiqué dans les cabinets de conseil a augmenté de 7 à 10%. Bonjour Arnaud Fray. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Étienne Braque le rappelait, oubliez l'expérience client. On parle désormais, chez vous en tout cas, d'expérience salariée. Ce basculement, il est né d'où, de quoi, de quelle expérience? Alors, je voulais juste revenir sur la présentation. Vous parlez de société où il fait bon vivre. Et que ça, c'est une société où il fait bon travailler. Ça, c'est important de comprendre puisque l'entreprise est certes un lieu de vie, mais aussi un lieu de travail. Et souvent, on parle de qualité de vie au travail, et on parle de société où il fait bon vivre. Chez Extia, c'est une société où il fait bon travailler. À l'ADN et à la création de l'entreprise, moi, j'avais 2 convictions. La première, c'est que le bien-être au travail génère de la performance économique. La deuxième, c'est la baseline d'Extia, le slogan, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Donc on se centre vraiment sur le collaborateur, on s'intéresse à lui et ensuite on va réfléchir et se poser la question du quoi. Donc on va parler peut-être de sens aujourd'hui. Quand on s'intéresse au qui, c'est beaucoup plus simple derrière de répondre à la question du sens. Ensuite, l'expérience salariée, telle qu'on l'appelle chez nous, on parle d'une expérience positive. Ce qu'on attend chez Extia, c'est que chaque salarié qui travaille avec nous, quelle que soit la durée de son travail et de son expérience avec nous, il vive une expérience positive. Que ce soit 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà, plus que la durée de son travail avec nous, ça va être la qualité de l'expérience qu'il vit. Alors, on va dire bonjour à Mathieu Pavageau, directeur technique et scientifique à l'ANACT. On va d'abord essayer de comprendre ce que vous faites, l'ANACT mode d'emploi. À quoi ça sert, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail? Bonjour. L'ANACT existe depuis 1973. L'ANACT, c'est une agence qui a toujours travaillé dans le sens du progrès, des conditions de réalisation du travail, de l'accompagnement du changement au sein des entreprises, les progrès en la matière. Voilà, c'est toujours une agence qui a œuvré dans ce sens-là. Une agence d'État, on est bien d'accord. D'État, inscrite, ancrée sur le territoire, des agences régionales. Dans chaque région, une agence régionale. Et donc en fait, nous sommes, si vous voulez, un opérateur on expérimente sur tout le territoire, on capitalise, on innove à partir de nos expériences de terrain, et puis ensuite on peut discuter aussi des politiques publiques. On a été très contributeur sur l'accord national interprofessionnel de 2013 de la qualité de vie au travail. Nous avons beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux à la construction de cet accord. Alors justement, cet accord dont vous parlez, l'accord de 2013, son objectif c'était de mieux articuler performance et conditions de travail. Est-ce que l'objectif a été atteint aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons fait un bilan récemment de cet accord, 3 ans après la signature. Nous avons pu observer, si vous voulez, qu'un premier palier avait été atteint, un certain nombre de réalisations qu'on peut considérer être des réalisations de type ressources humaines qui permettent le respect d'un certain équilibre entre la vie personnelle et la vie au travail, particulièrement. Donc l'articulation des temps, des sujets autour si vous voulez, du confort de travail, de la formation des managers. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est de réussir à passer le cap, à tenir le cap, d'une part, de continuer à travailler dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie au travail, mais en s'adressant vraiment au sujet opérationnel, c'est-à-dire de réussir finalement, principalement, aujourd'hui, dans une période où il y a une intensification des changements dans beaucoup d'entreprises ont besoin de changer, ont besoin de se transformer technologiquement, la révolution numérique, etc. Dans cette période-là, nous avons particulièrement besoin de nous concentrer sur les effets de ces changements et qui
conçoit ces changements au sein des entreprises, donc d'accompagner ces constructions-là. Alors, qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un véritable sujet aujourd'hui dans la population active, que d'avoir de bonnes conditions au travail. Ça veut dire qu'on travaillait pas bien, qu'on se sentait pas bien dans son entreprise avant justement cette prise de conscience, Arnaud Frey? Alors c'est vrai que nous, depuis la création, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Moi, je me réjouis de voir que depuis quelques années, c'est un sujet qui devient central et tout le monde en parle. Alors les détracteurs diront que de temps en temps, on en parle un peu trop, on fait du bruit autour de ça, c'est de la communication. Moi, je dis le contraire, je dis que c'est un bon premier pas. C'est un sujet dont on parle aujourd'hui, ça devient une préoccupation majeure. Donc certaines entreprises ont des problématiques soit de rétention de salariés, soit de recrutement. Donc pensent pouvoir contourner ces problèmes-là par finalement un artefact, mais il faut pas prendre le salarié pour un idiot. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, et de manière générale, c'est mieux de prendre personne pour un idiot. Donc ils sont pas dupes. En revanche, toute amélioration de leurs conditions de travail, tout sens qui va être donné à leur action, les responsabiliser. Donc en ce sens, on parle souvent de management agile. Leur faire confiance, ça crée des prises d'initiative. Et après, chaque salarié, et c'est le cas de l'écosystème Extia, va être force de proposition lui-même et va s'emparer du sujet de sa qualité de vie au travail. Alors Lydia David-Duluc, la Banque Palatine, c'est la banque des ETI, mais c'est aussi une ETI, on a tendance à l'oublier, et elle a engagé cette démarche QVT, qualité de vie au travail, il y a quelques mois maintenant, on a fêté notre premier anniversaire, effectivement. On était arrivé au bout de notre plan action sur le stress et on a négocié un accord à l'unanimité avec les organisations syndicales qui comprend 7 grandes thématiques qui sont les grandes thématiques relevées par la NAC sur l'environnement de travail, sur les relations au travail, sur la reconnaissance. Et on a 44 mesures. 44 mesures. 44 pas mesures. beaucoup. Alors, c'est toute la difficulté, je trouve, et si je peux me permettre d'avoir un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et nous écoutent, effectivement, c'est la QVT, c'est un peu une pelote de laine. Donc, on va commencer à tirer un certain nombre de choses et puis on va avoir plein de composantes autour. Donc, à la fois, il faut commencer par des actions symboliques. Nous, c'est vrai que c'est plus que symbolique, parce qu'il y a le corps social est en attente, mais autour du télétravail, énormément d'attentes sur le télétravail. On a effectivement également expérimenté sur le travail sur 4 jours, mais on a travaillé sur les conditions d'accompagnement du changement également. Donc la difficulté, c'est pas partir tout azimut et évidemment prioriser les actions. Et je trouve que c'est ça le plus difficile. Et quelquefois, on a des actions qui sont juste symboliques. J'ai vu votre baby-foot, peut-être c'est symbolique. Nous, on fait des fruits frais. C'est symbolique, mais ça renvoie aux personnes qu'à un moment, Ce ne sont pas des mesures gadgets. On parle de ping-pong, on parle de baby. Moi, je dirais pas ça. On parle effectivement de petits paniers de fruits frais. C'est pas juste des gadgets. Moi, je dirais pas ça. Je dirais que on renvoie quand même à un moment, c'est un petit pas, qu'on porte attention à la personne. Et c'est juste le début de quelque chose. Mathieu Pavajou, vous avez l'air d'accord. Vous opinez du chef, en tout cas. Je vois que vous avez le sens de la manœuvre. C'est-à-dire, évidemment, nous, à l'ANACT, on considère ces mesures-là comme très périphériques, elles ont peut-être effectivement un intérêt quelque part. Je dirais, ça renvoie à quelque chose. On peut pas le nier. Maintenant, pour nous, c'est très périphérique. Disons qu'aujourd'hui, on observe quand même, si vous voulez, globalement, dans les grands traits, une intensification du travail, une difficulté, en France en tout cas, à être au rendez-vous en matière d'autonomie dans la situation de travail, en matière de qualité de la participation dans les entreprises. Pourquoi ? Pour réussir à mieux travailler sur les conditions de réussite des changements. Les entreprises, un salarié sur 2 est exposé à des changements dans les 12 derniers mois. Je veux dire, c'est ça. Donc c'est ça qu'on regarde nous, c'est-à-dire qu'effectivement il y a plusieurs items à adresser, mais il y en a quelques-uns qui sont très dominants dans le lot, qui agissent sur l'engagement des salariés, sur le vécu du travail, sur la situation de travail en général. Et c'est cela, nous, qu'on va aller regarder précisément. Donc c'est comment on est capable de se concerter dans les entreprises pour réussir des transformations. Si vous voulez, on a des cas très précis. Nous, on est très proche des entreprises moyennes, petites, moyennes, grandes. On les connaît bien. On a eu des exemples récents. Si je peux me permettre un petit exemple très concret d'une entreprise qui s'appelle Coveris, qu'on a déjà fait témoigner aussi sur des plateaux à l'occasion de webinaires, qui nous explique, si vous voulez, qu'ils ont voulu installer un robot en bout de chaîne, comme beaucoup d'entreprises, une nouvelle technologie pour mieux répondre à un client, coût, qualité, délai. Et si vous voulez, ils ratent, quoi. Ils ratent le changement. Ils s'en rendent compte. Démotivation des collaborateurs, qualité
qualité des produits en baisse, etc. Donc voilà, un ratage complet. Retour d'expérience, analyse, qu'est-ce qu'ils constatent? Qu'ils n'ont pas fait si vous voulez, en amont, ils n'ont pas associé les salariés à l'étude du process général de fonctionnement de l'entreprise pour implanter cette technologie au milieu. Donc ils ont loupé tout un tas de déterminants, si vous voulez, liés à l'organisation du travail et à la coopération. Et voilà. Et donc ils ont pris cet enseignement-là et depuis ils travaillent, si vous voulez, sur un autre mode. Ils ont installé un mode de transformation concertée, comme on pourrait l'appeler. Arnaud Frey, ça vous parle? Oui, je peux compléter là-dessus. Il y a un concept agile qu'on utilise énormément chez Exia, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés qui font au jour le jour vont être à même d'être force de proposition, de savoir finalement ce que le client souhaite, quels sont les changements qu'ils doivent opérer. Et c'est chez Exia ce qui se fait très régulièrement, c'est on demande l'avis des salariés, on leur dit voilà, on envisage d'avoir cette évolution-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence collective, elle est nettement supérieure à l'intelligence et à la mienne. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. Et il faut le comprendre et l'intégrer à tout niveau dans l'entreprise. Et ce qui est difficile, parfois, je pense, c'est faire vivre et opérer ces changements des fonctionnements qui sont un peu archaïques du chef qui a forcément raison. Et c'est ça la vraie souffrance au travail pour moi. Lydia David, la banque, c'est un secteur traditionnellement ancré dans une forme j'allais dire de tradition. Est-ce que être agile comme ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager dans le milieu bancaire? On y a beaucoup travaillé déjà parce que en tant que petite parmi les grands, on a plutôt intérêt, nous, à la Banque Palatine, d'être super agile, parce que notre concurrence, elle ne nous fera pas de cadeaux, quoi. Et les salariés, ils réclament d'avoir voix au chapitre? Bien sûr, comme tout en chacun, à la fois, ils réclament d'avoir voix au chapitre, de développer leur autonomie, leur prise d'initiative, leur responsabilité. On a beaucoup travaillé, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la conduite du changement, et on a interrogé les parties prenantes en amont du changement, en aval du changement, pour bien mesurer à la fois leur contribution et si ils en comprenaient les tenants et aboutissants et en quoi ils voulaient être acteurs de ces changements-là. Donc oui, une banque, même qui est traditionnellement très réglementée, se doit être agile pour satisfaire ses clients et ses salariés. Ce système-là, c'est le droit à l'erreur. Il faut que le salarié comprenne qu'il a le droit à l'erreur. Je répète souvent... La voix au chapitre et il a le droit de se tromper. Il a le droit à l'erreur. Moi, j'aime bien rajouter, moi aussi, j'ai le droit à l'erreur. Mais il a le droit à l'erreur et il y a un concept qui est important, c'est fail but fail fast. C'est-à-dire, je me trompe, mais je me trompe vite et je réalise vite que je me suis trompé. C'est la logique de prototypage et c'est ce qu'on retrouve dans les startups, le Lean Startup. On prototype une idée, elle fonctionne, on l'industrialise, on la développe, ça marche pas, on passe à autre chose. Mathieu Pavageau, est-ce que cette nécessité de s'inscrire dans une démarche de qualité de vie au travail, ça vient pas aussi des changements dans la manière de voir le parcours professionnel? C'est fini cette époque où on restait toute sa carrière dans la même entreprise à faire les mêmes tâches. Aujourd'hui, il y a plus de diversité, plus d'envie de voir autre chose. Est-ce que ça ne joue pas énormément? Si, c'est fondamental. Le mot a été utilisé tout à l'heure. Il y a plusieurs aspects. Il y en a un premier qui est l'attractivité des entreprises. Effectivement, la qualité de vie au travail, dans beaucoup de cas aujourd'hui, sur le territoire, elle est synonyme de développement de l'attractivité pour les entreprises. Et ça peut se jouer alors par exemple sur comment mieux intégrer des populations de la nouvelle génération qui seraient en effet plus capables de quitter un poste rapidement, de décider de quitter un poste plus rapidement parce qu'elles n'y trouvent pas satisfaction. Donc comment les entreprises sont sur certains secteurs qui n'ont pas l'habitude de raisonner comme cela, c'est-à-dire de dire il faut que je privilégie effectivement, comme vous le disiez, la connaissance dont dispose un nouveau travailleur, son œil neuf sur un poste de travail, il faut que je sois capable aussi de le valoriser ça et de pas toujours raisonner l'autorité en fonction d'une seniorité et de se dire qu'une expérience de travail d'un œil neuf, ça peut apporter à l'entreprise. Voilà, par exemple. Donc il y a l'attractivité effectivement. Et puis ensuite il y a d'autres aspects sur la qualité de vie au travail qui vont être plus du côté de la prévention, par exemple d'une usure au travail. Donc là aussi on peut parler de parcours professionnel où là les entreprises savent aussi qu'elles ont besoin d'une certaine seniorité, d'une compétence affirmée et elles ont besoin de penser des parcours, des mobilités internes pour réussir cela aussi. Alors, tout à l'heure vous l'avez juste évoqué en surface, mais chez Exia,
par exemple, la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Est-ce que cette démarche-là, elle s'adresse pas principalement à une nouvelle génération de travailleurs qui arrivent sur le marché? Mathieu Pavageau. La démarche qualité de vie au travail s'adresse-t-elle uniquement aux nouvelles générations? Oui. Non, je crois pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'à tous les moments du parcours professionnel, la qualité de vie au travail peut avoir un intérêt. On l'a dit tout à l'heure, que ce soit à 30 ans, quand vous avez 10 ans de vie professionnelle, mais que vous avez une famille tout d'un coup et que vous devez aménager vos temps, etc. On est aujourd'hui, c'est dans le monde du travail, on le voit bien. On est là où on est le plus sous pression, c'est à 35-40 ans, quand on est dans un moment de la vie où on a toutes les charges qui incombent en même temps, finalement. Donc il y a quand même à penser des parcours de travail, et c'est valable à 50 ou 60 ans quand on a besoin de ces compétences-là, mais qu'on sait moins les articuler avec la compétitivité ou la pression ambiante dans le travail. Voilà. Donc les entreprises ont beaucoup à progresser à tous les moments du parcours professionnel. Il y a David Duluc. Oui, je vais dans le même sens. Et puis en fin de parcours professionnel, on a des fois également d'autres sujets. On est aidant familial. Donc effectivement, ça fait partie également de la QVT, que de pouvoir accompagner les collaborateurs qui sont aidants parce qu'ils ont un parent qui est à accompagner en fin de vie ou en maison de retraite, et qu'il va falloir du temps libéré pour ça, l'énergie libérée pour ça, et qu'on a tous à y gagner à être, nous, entreprises proactives sur le sujet et leur proposer des solutions. Alors, les ETI françaises sont donc en quelque sorte condamnées à appliquer des démarches de qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a des exemples autour de nous, chez nos voisins, les pays européens par exemple, qu'il faudrait suivre? Je ne sais pas si vous avez regardé dans les pays du Nord par exemple, s'il y avait des exemples à suivre absolument. Mathieu Pavageau. Oui, si vous voulez, je commençais un tout petit peu à le dire tout à l'heure, sur le registre de l'autonomie et du participatif. En France, comparé aux pays du Nord notamment, on est un peu en difficulté, on est un peu en retard. Disons, si on peut le regarder sur une ligne un peu de maturation ou de maturité, on serait un petit peu en retard, mais c'était pas qu'un retard, c'est aussi une autre culture, une autre construction des modèles. Il y a aussi un changement de culture qui est en train qui est en marche en France. Oui, on peut dire qu'effectivement des choses évoluent. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité de vie au travail signée en 2013, c'était quand même un grand signal que les partenaires sociaux s'accordent sur cette vision du travail qui replaçait effectivement l'enjeu autour de la capacité des salariés et managers, parce que quand on dit salarié, on entend manager aussi, à pouvoir s'exprimer et agir sur la situation de travail. Donc, si vous voulez, on a des progrès au sens où on n'a pas la qualité de concertation, c'est-à-dire vraiment au sens les parties prenantes et la place reconnue, la légitimité, si vous voulez, complète des parties prenantes au sein de l'entreprise est pas la même en France que dans les pays du Nord, par exemple. Il y a une grosse différence culturelle. Justement, puisque vous êtes à la tête du département relations sociales de la Banque Palatine, vous sentez, vous, chez les partenaires qui d'ordinaire s'opposaient, une forme d'entente sacrée autour de ces questions-là? Alors oui, on a tous intérêt à signer un accord gagnant-gagnant sur ce sujet. Après, je trouve que la difficulté majeure, c'est de passer des choses sur lesquelles on avait traditionnellement l'habitude de négocier, je pense, l'égalité professionnelle, je pense aux équilibres de temps de vie, pour passer à d'autres choses qui étaient plus le terrain de jeu des directions ou de l'organisation autour justement de l'organisation du travail, la charge de travail, l'autonomie, développer la responsabilisation. Et c'est là où c'est la deuxième phase et que c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai... Bon espoir. Plus que bon espoir. Cette deuxième phase, Arnaud Frey, chez Extia, de toute façon, J'avoue qu'on est moins confronté à ces problèmes-là. Après, l'entreprise, elle est passée de 0 à 1300 salariés en 12 ans. Donc, on a vécu des changements perpétuels. Donc, la nécessité de s'adapter. Donc, c'est là où, pour revenir sur cette question sur les jeunes générations, c'est intéressant parce qu'il y a un double effet. Premier effet, elles sont implacables. C'est-à-dire que vous avez le feedback en temps réel. C'est-à-dire avant, il y avait peut-être un petit peu plus de respect de l'autorité, si j'ose dire. Là, on a un feedback, et c'est précieux, un feedback, c'est un cadeau, on l'a tout de suite. Et le deuxième point qui est positif avec cette génération, c'est qu'en revanche, quand on lui confie des responsabilités, quand on leur fait confiance, ils ont un réservoir de proactivité et de responsabilisation qui est énorme et très intéressant pour l'entreprise. Merci à Lydia David Duluc, merci à Mathieu Pavageau. C'est déjà bientôt fini Défi ETI, mais on va pas se quitter avant notre traditionnel mot du patron. BFM Business, le Défi ETI, le mot du patron.
Alors Arnaud Frey, c'est votre carte blanche. Je vous donne une petite minute 15 pour un conseil à tous ces patrons, tous ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business et qui ont envie de prendre exemple sur vous et de croître, de grandir. Alors, je vais essayer de porter un message multiple. Le premier message, c'est que moi, je suis un fervent défenseur du bien-être au travail. Je pense que c'est pas une fatalité et que chaque patron peut commencer dans cette démarche. Parfois, on parle des CHO, des CHO, les Chief Happiness Officers, ils peuvent être décriés. Pourquoi pas? Ça peut être un premier pas. Donc, ils seront étonnés, ils peuvent voir ça comme un coût. Moi, je pense que c'est un vrai investissement. L'autre conseil que je pourrais donner, qui est un petit peu plus personnel, c'est pour durer aussi en tant que patron. Moi, j'ai coutume de dire que je travaille pas, je m'amuse. Et pour m'amuser, j'ai besoin de donner du sens à mon action. Et ce qui m'amuse, c'est que chaque salarié puisse vivre une expérience positive. Et c'est pour ça qu'on a créé la communauté alumni chez Extia, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un pendant et un après Extia. D'accord. Merci beaucoup Arnaud Frey d'avoir répondu à nos questions. Merci à Lydia David Duluc, merci à Mathieu Pavageau. Défi ETI, c'est fini. Mais c'est fini juste pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur BFM Business.